Les slides sont en anglais and I will speak in French, if that's all right, to make a mix. Donc, je m'appelle Antonin Calderon. Est-ce que quelqu'un parle pas du tout français? Vous pouvez comprendre un peu? Ok. Je m'appelle Antonin Calderon, je suis socio-économiste et je travaille aussi depuis 2 ans, enfin depuis un peu plus, mais pour la préparation d'un projet à Genève, en Suisse, et qui est un projet qui s'appelle le Léman, qui est là-bas. Et puis j'ai travaillé sur ce papier avec Guillaume Vallet, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est un professeur à Grenoble en France, et qui lui est un spécialiste du VIR. Et moi j'ai aussi beaucoup étudié le VIR dans mon master en socio-économie. Voilà, donc je vous parlerai aussi en partie dans ce travail. Donc il s'agit de comparer deux systèmes qui n'ont pas grand-chose à voir, parce qu'ils se situent dans des contextes très différents, ils ont des tailles très différentes. On a le VIR qui est né dans les années 30 avec des dizaines de milliers d'entreprises qui fonctionnent avec ce crédit mutuel. On a le Léman qui est né à Genève il y a 2 ans, dans un autre contexte. Donc voilà, l'idée, c'est pas de comparer la situation de ces deux systèmes aujourd'hui, mais de comprendre en quelle situation, quel contexte socio-économique ils ont développé, et au niveau de leur architecture, on parlait d'architecture tout à l'heure, dans quelle architecture monétaire ils se situent et quelles sont les différences au niveau conceptuel et d'architecture. Voilà. Donc tout d'abord, un peu d'histoire, les buts et le fonctionnement des deux systèmes. Donc le VIR, qui est né en Suisse à Zurich tout d'abord, dans les années 30. Donc on est après le crack de 29, dans une situation de raréfaction monétaire, on n'a plus assez de francs suisses. Et des entrepreneurs, ils se rendent compte qu'ils ont tout ce qu'il faut pour faire marcher l'économie. Ils ont des clients, ils ont des matières premières, ils ont des ouvriers. Leur boîte, il n'y a pas de raison qu'elle ne marche pas. La seule chose qui manque, c'est le franc suisse. Et c'est comme si on voulait un peu construire une maison et qu'il manquait simplement le centimètre. Il manque juste le moyen de mesure pour faire fonctionner ses biens et ses services. Et donc ils se disent, on va inventer le VIR, qui est devenu, au début c'était un carnet du lait, si vous voulez, chacun notait. On a dans la salle James Toder, qui est un grand spécialiste du VIR, qui a écrit, je vais quand même le présenter parce qu'il a écrit beaucoup d'articles dessus depuis pas mal d'années. Moi, quand j'ai fait mon travail de master, j'ai lu James. Ça fait plaisir que vous soyez là. Et donc voilà, donc dans les années 30, il commence vraiment sans électronique, avec du papier, pour faire des reconnaissances de dettes. Et le crédit mutuel commence à démarrer comme ça. Il s'inspire aussi des écrits de Gesell, Silvio Gesell, un Autrichien qui a écrit beaucoup là-dessus au début du XXe siècle. Et de l'autre côté, on a vraiment un autre contexte avec le Léman. En 2015, la région de Genève, c'est quand même une région qui est très prospère, même s'il y a des inégalités. C'est une région, le contexte socio-économique est vraiment plutôt une zone de croissance au niveau de l'Europe. Et donc, on n'est pas là en train de répondre, il n'y a pas une question de réponse à une crise concrète. Il n'y a pas de situation de crise où il manque des liquidités, on doit répondre rapidement à une urgence. Donc on a d'un côté une réponse très concrète et un manque de liquidité, comment on s'arrange autrement. Et de l'autre côté, il y a plutôt une dimension de comment on transforme les relations économiques dans une région. Ensuite, au niveau de l'échelle géographique, le VIR se situe à l'échelle de la Suisse, donc vraiment des barrières traditionnelles, enfin des barrières administratives de la Suisse. Et le Léman, lui, se situe au niveau régional, et en fait, il est transnational, c'est-à-dire qu'il se situe autant en Suisse qu'en France, autour du lac Léman. Et donc là, on a plus une réalité une recherche d'un bassin de vie économique, même s'il passe des deux côtés de la frontière. Et donc, voilà, au niveau de l'échelle géographique, on a vraiment un contexte aussi qui est différent. Le VIR, lui, il se concentre vraiment sur l'économie réelle, donc c'est des PME, des petites, moyennes entreprises, en Suisse, pour qu'elles puissent fonctionner, notamment quand il y a moins de francs suisses, qu'elles puissent continuer à fonctionner entre elles, donc vraiment du B2B, business to business, dans l'économie réelle. Et le Léman, il y a plus ces transactions entre des acteurs qui respectent les mêmes valeurs, qui sont des valeurs de l'économie sociale et solidaire, donc au niveau social, écologique. Et donc ça va être aussi des PME, mais ce qui réunit ces acteurs, c'est pas forcément leur appartenance à l'économie en tant qu'acteur économique, mais c'est leur appartenance à une communauté de valeurs. Voilà, ça c'est une différence au niveau de la communauté de paiement de ces deux systèmes. Et puis au niveau de la dimension du fonctionnement du système de crédit mutuel, on a d'un côté un système qui est centralisé, le VIR, avec la banque VIR, qui fait des prêts à ses acteurs, en VIR ou en francs suisses, et les acteurs ensuite vont pouvoir utiliser cette monnaie. Et de l'autre côté, avec le Léman, c'est un système de crédit mutuel qui est décentralisé,
en pair à pair, justement avec un système de blockchain. Et donc là, la gestion, comme le VIR, la gestion des quotas, en positif et en négatif, se fait de façon centralisée par le VIR, c'est la coopérative, le Léman, c'est une association. Donc ça, ces deux limites se font de façon centralisée. Mais après, ce qui est de la mise en circulation de la monnaie, elle se fait de façon centralisée dans le VIR, où c'est une banque qui prête à ses utilisateurs, et elle se fait entre les utilisateurs, entre les membres, pour un système comme le Léman. Voilà. Donc là, une dimension aussi différente au niveau du fonctionnement, de comment est mise en circulation l'unité monétaire. Donc au niveau... donc on a deux applications pour le VIR, donc une application pour échanger des unités. Je vous ai mis quelques images aussi pour changer. La différence peut-être entre les deux, c'est que le VIR a vraiment une dimension part du B2B, donc c'est vraiment les entreprises qui échangent entre eux. Et le Léman est parti d'abord avec des billets plutôt du B2C pour aller vers du B2B. C'est-à-dire ça a commencé avec des billets et ensuite une application électronique. Mais le VIR a vraiment des unités qui sont vraiment échangées seulement entre les professionnels et ensuite qui peuvent partir vers les individus par le salaire. Donc payer des salaires pour qu'on passe du B2C. Mais si on veut le Léman, ce qui est intéressant, c'est si on voit par exemple là, on sait qu'on a 1062 Lémans, et il y a une répartition de unités qui sont achetées par des francs suisses ou des euros. C'est ce qu'on appelle e-Léman. Et on a en dessous, ici, du Lemanex. Là, c'est du crédit mutuel. Mutual credit, comme c'est le cas avec le VIR. Donc on a une articulation dans le système d'unités qu'on peut acheter pas avec des francs suisses. Et les francs suisses sont mis sur un compte dans une banque éthique. Et en parallèle, on a la mise en circulation d'unités par la transaction, sous forme donc de crédit mutuel. C'est parce qu'il y a une transaction que des unités sont créées. Donc on a cette articulation des deux que je trouve intéressante à expliquer. Voilà. Donc dans le VIR et dans le Léman, dans ces systèmes de crédit mutuel, il y a l'idée de gérer une monnaie en tant que comme un commun. Et bon, là, c'est toute cette notion de commun qui est très à la mode en ce moment aussi avec, ça vient de Ostrom, mais il y a aussi Bollier et toute cette idée de commun qui revient beaucoup à la mode en ce moment et qui dynamise beaucoup aussi ce genre d'initiative. C'est l'idée, voilà, il y a des valeurs qui sont partagées. On a vu que ce n'est pas forcément les mêmes dans les deux réseaux, mais il y a des valeurs partagées. Que ce soit le petit commerce pour le VIR ou alors le commerce qui respecte des valeurs pour le Léman. Et le crédit est géré par la communauté. Donc on peut voir qu'il y a des nuances à faire avec le système du VIR, parce que c'est quand même une banque finalement qui fait des prêts. Mais il y a quand même l'idée que c'est une coopérative, une association. Dans les deux cas, on a quand même une communauté qui a son mot à dire pour la gestion d'un instrument monétaire. Et puis donc on arrive à un encastrement de l'économie. Finalement, l'économie se trouve encastrée, pour faire référence à Poliani, dans l'économie, dans le territoire, autant au niveau le territoire social, quelle valeur, au territoire géographique, quelle sphère, et puis le territoire économique, quelle économie est développée par quel instrument monétaire. Voilà. Maintenant, au niveau plus de la recherche, donc cet article se base sur deux types de recherches. Certains interviews d'acteurs qui ont été faits et puis des analyses plus quantitatives que je vais vous présenter en partie. Alors, l'étude que je présente, ce n'est pas des données qui sont actuelles de 2016 ou 2017. Il faudrait maintenant, si on veut aller plus loin, vraiment, maintenant qu'il y a l'électronique, il y a des données dans le VIR, dans le Léman, il faudrait refaire une étude pour voir exactement quels sont les flux qui sont mis en place. Ces données ne sont pas encore forcément accessibles. Donc là, c'est ce que je vous présente comme analyse de flux. C'est une étude que j'ai faite en 2015 au sein de l'économie sociale et solidaire à Genève. Et en fait, j'ai analysé un échantillon d'acteurs qui se réunissent autour des valeurs, que vous connaissez, je pense, Solidarity Social Economics. Et j'ai regardé, en fait, qu'est-ce qu'ils échangent avec qui au sein du réseau. Et ce qui est intéressant avec cet échantillon, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de transactions, même s'ils sont réunis autour des mêmes valeurs, il y a beaucoup de transactions qui vont en dehors du réseau. C'est-à-dire qu'ils échangent beaucoup avec des acteurs qui ne sont pas dans leurs valeurs. Et du coup, en fait, il y a beaucoup d'économies qui sort de ces valeurs pour certaines raisons. Alors que les activités, les biens et les services sont disponibles dans la communauté. Donc ils pourraient travailler plus entre eux, mais il y a beaucoup d'argent qui sort de ces valeurs parce que
il y a 3 raisons qui ne sont pas dans l'étude, mais que j'ai découvert plus tard. Souvent, c'est qu'ils ne savent pas avec qui travailler, ils n'ont pas le temps, ou ça leur coûte trop cher. S'ils travaillent entre eux, ça coûte plus cher que s'ils vont au plus simple avec des acteurs classiques, disons, de l'économie, qui ont des coûts d'échelle différents et qui sont plus compétitifs. Et donc là, des projets comme de monnaie complémentaire, comme le VIR ou le Léman, répond à ces 3 problèmes en disant si j'ai pas le temps, bah oui, si je rentre dans le réseau, bah, je prends le temps en fait, parce que du coup je commence à me connecter, je reçois ces unités, je dois prendre le temps de travailler avec des gens. Si je sais pas avec qui travailler, bah là c'est l'idée du réseau, ces réseaux-là mettent en relation, et donc dès qu'on ne sait pas avec qui travailler, les membres de ces réseaux vont voir l'association, la coopérative en disant avec qui je peux travailler, j'ai trop d'éléments, j'ai trop de VIR, comment faire, voilà. Donc c'est la mise en réseau. Et je pense que le plus intéressant, c'est que ça coûte trop cher. Et c'est vrai que la troisième raison, c'est que ça coûte plus cher de travailler dans les valeurs, parce que forcément les gens sont payés dignement, il y a différents, au niveau des pratiques économiques, c'est différent. Et là, ce qui est intéressant quand on utilise un instrument comme le Léman ou le VIR, c'est qu'on sait, au moment où on le dépense, même si ça coûte un peu plus cher, on sait que ces unités vont continuer à circuler dans le réseau. Et donc toutes les étapes d'après vont rester aussi. Et donc forcément, à un moment donné, moi en tant qu'acteur de réseau, je vais aussi en bénéficier. Donc ça me coûte un peu plus cher au début, mais au temps T, ça va forcément revenir vers moi. Et donc c'est de l'investissement pour la communauté. Et donc le réseau se développe en fait de façon coopérative à ce niveau-là. Rapidement aussi, une analyse c'est un peu pour montrer la même chose, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la solidarité, enfin, de l'économie sociale et solidaire de Genève, si on regarde, il y a beaucoup d'échanges entre eux, entre ces acteurs de l'échantillon analysé. On voit qu'il y a beaucoup d'échanges, mais on voit, voilà, on ne peut pas le voir avec ce schéma, mais c'est pour vous donner une idée, si on mesure en flux, c'est une très petite quantité. Donc il y a beaucoup de flux, mais qui sont tout petits. Ils se connaissent tous, ils travaillent entre eux, mais pour des très petits montants. Et donc c'est intéressant de voir que c'est un réseau qui est très peu cohésif finalement, en termes relatifs par rapport à tous leurs flux, et qui a vraiment plus si vous voulez, une cohésion autour des valeurs, par la chambre notamment qui les réunit, une chambre de l'économie solidaire, mais moins par des réalités économiques, moins par des flux entre eux. Et donc il y a vraiment un besoin dans ce type d'acteurs, mais ça c'est l'exemple de Genève, mais je pense qu'on pourrait le faire un peu partout, ces types d'acteurs, c'est ça aussi le rôle des monnaies locales, c'est de leur redonner, aux monnaies complémentaires en général, de leur redonner aussi, c'est un outil pour les mettre en lien. Et il y a vraiment ce besoin où ils travaillent finalement assez peu entre eux, par rapport aux valeurs qu'ils partagent, et ils sont en lien. Ils se connaissent souvent, mais ils travaillent peu entre eux. Donc on s'est aussi appuyé sur l'idée de la force des liens faibles, qui nous vient de Granovetter, et qui dit, voilà, ce qui est intéressant dans un réseau, c'est tous les liens faibles, c'est-à-dire qu'il y a des gens sont en relation, il y a des liens forts, mais il y a toutes les relations qui sont potentielles par le fait qu'on est en réseau, et que du coup, moi je connais pas cette personne, mais je travaille avec quelqu'un qui la connaît. Et une monnaie locale a vraiment ce potentiel de dynamiser ces liens faibles, parce qu'elle elle force les gens à se mettre en lien par le réseau avec des gens qu'ils ne connaissaient pas, mais qui finalement appartiennent au même réseau. Donc il y a vraiment le potentiel de dynamiser les liens faibles par les monnaies locales complémentaires. Et je connais dans les temps, niveau... Ok, parfait. Donc au niveau des conclusions, l'idée de cet article c'était de montrer, donc c'est une recherche action, moi personnellement je suis très impliqué dans le projet du Léman, Guillaume Vallet est en lien avec le VIR, donc c'était de montrer, si on veut, qu'il y a du potentiel, c'est un outil puissant au niveau de dynamisation de flux. Donc comment on dynamise une certaine économie, certains acteurs au sein de l'économie classique. Donc c'est un outil puissant, mais ce qui est important, c'est de bien caractériser quelles sont les valeurs qui doivent être développées. Donc on l'expliquait tout à l'heure, il y a beaucoup de possibilités au niveau de l'architecture monétaire, au niveau de la communauté de paiement. Et donc, c'est ça qui est important, c'est de bien préciser le but de la monnaie et où est-ce qu'elle va circuler, qui est clé là-dedans, parce qu'on peut dynamiser tout et n'importe quoi. Et on le voit actuellement qu'il y a des monnaies qui se développent pour vraiment tout ce qui est possible. Et donc, la chose clé, c'est de bien comprendre pourquoi on a un instrument et quel est son but. Et au niveau développement historique, ce qu'on peut remarquer, c'est que le VIR part vraiment d'une solidité économique, comment vraiment densifier le tissu économique de PME qui ont plus de liquidité en 1934. Et gentiment, on va avoir une solidité sociale. C'est que du coup, par le VIR, ça met en lien des entrepreneurs en Suisse. Il y a cette solidité sociale qui est une sorte de conséquence du système,
Alors que pour le Léman, on a vraiment une volonté de développer des valeurs, donc une solidité sociale par des valeurs, qui amène vers une solidité économique. C'est que pour développer ces valeurs, finalement, on met en lien par le réseau ces acteurs au niveau économique, et donc la solidité économique est une conséquence de la solidité sociale. Ouais. Voilà, donc si vous avez des questions, remarques. Première question. Oui, une question à propos de la comparaison. Comment ça marche l'élément, le passage du B2B, non, du B2C au B2B? Parce que ce n'est pas un système de crédit mutuel. Ou bien comment s'embraye un système de crédit mutuel sur une monnaie Alors, voilà. Ouais. Alors si je reviens peut-être ici. Donc l'idée c'est que là le crédit mutuel se lance actuellement, et jusqu'à maintenant il y avait seulement du nantissement. Et ça c'est un système que la Sonnante a aussi, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne maintenant, mais il avait imaginé, c'est de dire, on sépare, les deux choses doivent être complètement étanches vu que le crédit mutuel doit être toujours équilibré. C'est une des bases, c'est que voilà. Donc il faut toujours que le crédit mutuel soit équilibré, et donc tous les Manex, donc toutes les unités de crédit mutuel qui sont créées, il y a un plus quelque part et un moins de l'autre. C'est tout simple. La différence, c'est comment on fait avec le nantissement, c'est ça la question. Et donc les unités de nantissement, disons, on dit pledge currency, le nantissement va toujours être, elle va jamais pouvoir devenir une unité de crédit mutuel, elle va toujours être séparée hermétique. Après, au moment donné, au moment où une unité de nantissement est créée, l'unité, si vous voulez, c'est que là on garde une centralité pour le nantissement, c'est-à-dire que le compte de l'association, mon élément, il va lui descendre, imaginons que vous achetez 10 éléments, vous allez donner 10 francs qui vont être mis sur le compte de la banque partenaire, banque éthique, et le compte de mon élément va descendre, le compte nantissement va descendre de moins 10 et vous allez monter à plus 10. Donc si vous voulez, pour pouvoir faire cohabiter les deux, c'est une sorte de tweak comme ça, on a un compte qui est fait juste pour le nantissement qui va toujours descendre du montant d'unités nantis qui vont être injectées dans le réseau. Donc c'est-à-dire qu'on a toujours le crédit mutuel qui lui fonctionne de façon équilibrée, mais on utilise ça pour pouvoir quand même laisser des gens qui ne sont pas salariés en Léman, pouvoir quand même, pour les individus, pouvoir aussi avoir une autre façon de rentrer dans le réseau. Donc on articule. Et ce qui est intéressant avec l'application, c'est qu'elle, finalement, si on ne veut pas savoir, on peut utiliser juste le montant au-dessus. Mais si on veut savoir qu'est-ce qui se passe dedans, on sait qu'est-ce qui est du nantissement, qu'est-ce qui est du crédit mutuel. Exactement, les deux sont complètement cloisonnés dans le système, et quand vous allez faire un paiement, ça va d'abord prendre votre nantissement et puis le crédit mutuel ensuite. C'est ça, c'est juste deux réserves de valeur, mais c'est la même unité de compte, exactement. Ouais. Une question, est-ce que c'est les deux monnaies, est-ce qu'ils sont utilisés ensemble dans la région Genève? Le VIR et le Léman. Alors non, le VIR est plus présent en Suisse allemande. Il est très très présent en Suisse allemande. Vous êtes... Ok. Et le Léman est vraiment une monnaie qui est régionale autour du lac Léman. Il y a l'idée de circuit court avec le Léman, donc de proximité de la production à la consommation. Le VIR, c'est vraiment plus l'idée d'un réseau national de PME. Ouais, mais les deux peuvent être... après, de toute façon, il y a de plus en plus... On pourrait utiliser le G1, le Léman et le VIR à Genève, par exemple. Et il y en a encore... de toute façon, la pluralité monétaire, elle est en route. Et après, il faut voir jusqu'à quel niveau ça reste gérable et pratique. Mais potentiellement, bien sûr, tout est possible. Oui, les montants des comptes des membres du Léman, ils sont à des montants en plus, en moins, etc. Et est-ce qu'il se passe quelque chose quand l'euro et le franc suisse évoluent de manière... Voilà. Ouais, alors c'est une des rares monnaies qui est transfrontalière, le Léman. Il y a le C3 donc, qui évolue sur plusieurs monnaies, sur plusieurs pays. Mais sinon, il n'y a pas vraiment d'exemple de monnaie qui est comme ça, locale, mais sur deux monnaies, avec le franc suisse et l'euro.
Et du coup, c'est vrai que quand on a commencé, quand le projet a démarré en 2015, le franc suisse et l'euro étaient vraiment à peu près à parité. C'était à 1,02, je crois. C'était un moment, c'était particulier. Et il y avait la volonté de dire, ben, on joue le tout pour le tout, c'est une fiction économique, mais on garde le 1 franc égale 1 léman égale 1 euro, qui est une fiction, donc puisqu'un euro n'est pas égal à 1 franc, mais c'est la volonté de montrer que c'est une identité pour un bassin de vie et que c'est possible de faire ça. C'était un peu aussi au niveau de la provocation aussi. Et le problème, c'est que ça induit du tourisme d'achat, potentiellement. C'est-à-dire, bon, les gens ne connaissent pas forcément la situation autour de Genève, mais il y a déjà une intensive d'aller dépenser en France voisine. Et donc, si on rajoute ce tourisme d'achat qui peut être de 10%, eh ben, ça induit encore plus de tourisme d'achat. Puis de l'autre côté, on pourrait spéculer si on l'achète dans une monnaie et dans l'autre, mais ça, on interdit la reconversion, donc il n'y a pas ce problème-là. Mais il reste le tourisme d'achat. Et du coup, la volonté, ça a été d'aligner le franc suisse sur le léman. Le léman sur le franc suisse, plutôt. Voilà. Et donc, d'avoir le cours du jour pour l'euro. Sachant que le commerce français peut décider de soit faire une réduction en laissant la parité, soit de faire par exemple un rabais de 10%. Pardon, pas un rabais, mais d'augmenter de 10% le montant. C'est à lui après de voir comment il s'aligne par rapport au franc suisse. Donc voilà, on est resté sur le 1-1-1 pendant près de 2 ans, et tout récemment, il a été décidé, vu qu'il y avait l'électronique qui arrive et qu'on change de volume, d'arrêter cette fiction, parce que ça devenait un peu dangereux au niveau de tourisme d'achat et des risques de profiter du système, quoi. Moi, j'ai une question sur le côté centralisé, décentralisé. J'étais frappé quand même par le fait que tu présentes le VIR comme centralisé. D'autant qu'au départ, il me semble, il y a bien un système de crédit mutuel. Oui. Et voilà. Et ce serait intéressant d'avoir aussi l'avis peut-être de James Toder. Mais en fait, le VIR, il y a eu pas mal en 80 ans, il y a eu aussi beaucoup de modifications du système. Et c'est vrai qu'on a actuellement, ils font des prêts en francs suisses, en VIR. Les prêts en VIR sont faits à taux zéro. Donc ça reste du coup l'idée de crédit à taux zéro. Mais quand on est dans le système VIR, si on veut avoir des VIR, on peut pas les acheter en francs suisses. On les emprunte gratuitement auprès de la banque. Et donc on a quand même un système bancaire qui est centralisé, c'est-à-dire que la VIR banque a accès à tous les comptes. Et peut, comme toute banque, elle a la vision de tous les comptes, puis elle pourrait modifier les montants à tout moment. Voilà. Donc la différence avec un système avec la blockchain, c'est qu'on arrive à un système qui est complètement décentralisé, où du coup il n'y a plus une unité centrale qui a... L'institution monnaie-élément peut envoyer des éléments au moment où il y a le nantissement qui est fait, mais elle ne peut pas aller sur un compte et changer les montants. Donc on n'a plus d'accès centralisé sur tous les comptes de paiement. On a une décentralisation, chacun est responsable de son portefeuille. C'est l'idée du blockchain, c'est que tout est décentralisé. On aura un exposé beaucoup plus complet juste après. Mais on a vraiment une décentralisation des comptes, et donc on ne peut pas, en tant que banque, aller changer les montants de mes clients, si je suis une banque. C'est à ce niveau-là, surtout que c'est décentralisé. Mais, ouais. Okay. Non, mais enfin, même dans la blockchain, à partir du moment où, enfin, je ne suis pas un spécialiste du tout, où c'est l'information qui est distribuée dans le réseau, information ne veut pas dire que l'émission est distribuée dans le réseau. Et donc les deux choses sont potentiellement séparées en tout cas. Donc c'est pour ça que c'est au niveau de la gestion que c'est centralisé. C'est-à-dire qu'on a dans un système de blockchain, on n'a pas accès à tous les comptes. C'est vraiment ça. Je peux pas aller sur j'ai pas en gros une base de données où je peux aller changer les montants de tous les comptes. Et tandis que sur un système disons que chacun est responsable de son portefeuille. Si j'ai pas ces codes, je peux. Ok. Mais on y viendra. C'est parfait, ça fera une transition. Mais dans un système classique bancaire, même comme Cyclos par exemple, on a accès à tous les montants. Et donc on peut modifier tous les montants une fois qu'on a le code admin du système. Et donc c'est cette différence-là qui est. Mais peut-être que je connais pas encore tout, mais sûrement. Mais du coup, il y a quand même vraiment cette décentralisation. On n'a pas le même accès aux comptes. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans le système de crédit mutuel, c'est qui décide des quotas. Qui décide du quota positif ou négatif. Là aussi, dans le VIR, il n'y a pas de maximum, par exemple. Mais après, donc, qui dans la communauté, comment sont décidés au moins les caractéristiques et les critères de mise en place des quotas. Ça, c'est vraiment un peu le nœud de la gouvernance dans un système de crédit mutuel, c'est qui décide de ces quotas, qui peut avoir combien et pour quelles raisons. Merci, je crois qu'on va faire la transition. Est-ce que tu